Rock au Pop, il est l'heure de créer un monde nouveau. Je suis toujours en bonne compagnie avec Michel Dufaux. Oui, bonjour Héloïse. Alors, c'est reparti pour une troisième émission? Voilà, donc on a déjà eu deux émissions à notre actif. La première où tu nous parlais de la sortie de ton ouvrage, l'émergence d'un nouveau monde. La seconde où on a parlé plus spécifiquement justement de l'importance de la nature, de Gaïa la Terre et aussi de la transformation de celle-ci. Et également justement de l'importance de l'équilibre entre la vision matérielle et spirituelle pour justement avoir une bonne alliance avec la nature et aussi une bonne vision et compréhension des choses et des enjeux qui se passent. Et là, maintenant, alors je suis aussi, très, très contente de cette troisième émission parce que, moi, ça a été une belle découverte dans ton livre. Déjà, j'aime m'intéresser à d'autres cultures, à d'autres peuples. Je trouve que ça ouvre vraiment, l'esprit, les vannes et ça fait du bien, de sortir de ce qui se passe, en France. Ça voilà, ça ouvre, ça élève et ça inspire et c'est le cas dans ton livre et ce qui est très particulier, c'est que tu décris aussi des, des bouts d'histoire, du Québec, des bouts choisis en lien justement avec, l'émergence de ce nouveau monde et quelques notamment moments, faits, ou acteurs, autochtones ou de la Nouvelle-France notamment, du Québec qui justement, sont, inspirants, et qui peuvent être comme des piliers pour justement continuer à avancer, vers la construction d'une nouvelle civilisation, avec des valeurs, saines, humaines et naturelles. On va revenir là-dessus et est-ce que tu peux nous partager justement, quelques éléments sur tes recherches historiques par rapport au Québec? Je rappelle que tu avais écrit déjà, avant ce livre, un essai, sur, le Québec, porteuse, du Nouveau Monde. Donc tu t'es vraiment intéressée au Québec, à la mission, du Québec, depuis de nombreuses années. Oui, alors, écoute, ce que je pourrais dire concernant la Nouvelle-France, par exemple, je pourrais te parler un élément qui est vraiment important en Nouvelle-France et qu'aujourd'hui on retrouve aussi, c'est le cercle sacré des Amérindiens. Alors, les Français, justement, quand ils sont arrivés ici, ils ont découvert quelque chose de nouveau, c'est que on le connaît, ça. Les Amérindiens avaient l'habitude, les Autochtones avaient l'habitude de s'asseoir en rond et de discuter. Et pour eux, c'était justement le cercle sacré. Donc, déjà, c'était pas juste pour discuter, il y avait quelque chose de sacré, quelque chose de spirituel lorsqu'ils étaient en rond. Peu importe la discussion qu'ils avaient, s'il y avait comme un dilemme, quelque chose qui devait être réglé, ils se plaçaient en rond, ils discutaient. Et il avait le bâton de parole. Donc, le bâton de parole, c'est celui qui a le bâton de parole, il parle et les autres écoutent. Et ils le font d'une façon super respectueuse. Aujourd'hui, faites-le, vous allez voir, c'est difficile à faire d'écouter et d'attendre d'avoir le bâton de parole. Donc, et lorsqu'ils étaient en rond comme ça, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient la vérité qui était au centre. Donc, ils pouvaient discuter pendant des journées entières pour essayer de trouver la vérité où tous les gens qui étaient alentour se retrouvaient dans cette vérité-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là avaient un principe qu'on retrouve chez les chevaliers. Les chevaliers avaient la même chose. Ils se réunissaient alentour de la table ronde, ils discutaient, ils cherchaient la vérité qui est au centre. Et lorsqu'ils avaient cette vérité-là, les chevaliers pouvaient quitter en ayant justement cette satisfaction-là d'avoir trouvé la vérité. Un autre élément, c'est lorsque les Autochtones avaient trouvé cette vérité-là, eh bien, c'est comme s'ils scellaient cette entente-là en fumant le calumet de paix. Alors que les chevaliers, ce qu'ils faisaient, c'est que tous les chevaliers pointaient leur épée au centre de la table et ils scellaient cette entente-là. Donc, on le voit, les chevaliers étaient, à l'époque du Moyen Âge en France, ils étaient des représentants du Nouveau Monde. La différence, c'est que les chevaliers et les dames, aussi les troubadours, les trois, c'était une élite qui vivait dans la société. Donc, c'était des gens qui étaient un peu à part. Alors qu'ici, en Nouvelle-France, les Autochtones, c'était leur société. Tout le monde était comme ça. Donc, c'était quelque chose qui était normal. On peut imaginer les Français, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu ça, ce principe-là, d'être assis en rond, de chercher la vérité, comment qu'ils ont adoré ça, de discuter avec eux. Alors qu'en France, en même temps, ce qu'il y avait, c'était ce système-là, on pourrait appeler circulaire égalitaire, parce que tout le monde était égal. Tout le monde discutait, que tu sois chef, chaman, lorsqu'on était dans le cercle sacré, tout le monde était égal. Alors qu'en France, c'est un système triangulaire. C'est-à-dire que tu as le roi, le pape, l'empereur, la reine qui est en haut, et ils décident. Et la vérité, c'est eux qui l'ont, la vérité. La vérité, elle est située en haut, c'est leur vérité à eux. Et là, en bas, on descend jusqu'à la population qui est en bas et qui suit
cette autorité-là, cette domination-là, et qui va même aller jusqu'à les écraser. Donc, on peut s'imaginer comment c'est différent, ce concept-là, qui est un concept du Nouveau Monde. Et aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on retrouve. La différence, c'est qu'autrefois, au niveau des systèmes triangulaires, par exemple, à travers le monde, il y en avait partout, en France ou en Europe. Il y avait différents pays avec chacun leur roi, leur empereur et tout. Alors qu'aujourd'hui, ce système triangulaire-là, il y a un seul système triangulaire qui contient toute la planète en entier. Donc, c'est l'État profond. Ce sont les dirigeants qui veulent dominer ce monde qui détiennent 95% de la richesse planétaire. Donc, on le voit, comment ça a été transporté. Et aujourd'hui, les gens, quand ils se réunissent pour le Nouveau Monde, eh bien, on le sait, c'est ce concept-là d'égalité. Tu sais, on a dit que les Français, lorsqu'ils venaient ici, ils étaient tellement impressionnés par ce qui se passait chez les Amérindiens. Ils ont découvert l'égalité chez les Amérindiens, les Autochtones. Ils ont découvert la fraternité. Donc, ils ont découvert la liberté. Et les auteurs se sont mis à écrire beaucoup en France sur le principe de la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, jusqu'à quel point l'influence qui est devenue la devise de la France, jusqu'à quel point cette influence-là vient de la Nouvelle-France? Je pense que ce n'est pas seulement que la Nouvelle-France, mais je pense qu'elle a fait sa part aussi pour aider à ce qui va devenir, à mon avis, la devise de la France un peu plus tard. Donc, on a ces gens-là qui se réunissent en ronde, qui veulent avoir la paix, qui travaillent pour des belles valeurs. Un siècle plus tard, donc, la Nouvelle-France a commencé avec Champlain. Champlain, qui est le fondateur de la Nouvelle-France. Champlain, c'est un type qui avait combattu dans des guerres en Europe, un peu partout. Et lorsqu'il est arrivé ici, dans son cœur, ce qu'il voulait, lui, c'est un nouveau monde. C'est un monde différent. Il le voulait, ce nouveau monde. Il ne voulait plus du monde de l'Europe. Donc, le métissage avec les Amérindiens, lui, il était d'accord, c'est ce qu'il voulait. Donc, il a démarré ce nouveau monde-là, il a créé les fondations. Et un siècle plus tard, on arrive en l'an 1700. Et là, il faut comprendre que les Autochtones, il y avait des guerres internes qui se passaient entre, par exemple, entre les Algonquins, entre les Montagnais, entre les Abénaquis, les Iroquois. Des fois, il y a des petites guerres internes. Mais le plus important, c'était les Iroquois. Pourquoi? Parce qu'en Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-Angleterre était située entre l'océan Atlantique et la chaîne de montagnes des Appalaches. Ils ont enlevé complètement tous les Autochtones qu'il y avait là. Mais dans la chaîne de montagnes, et sur l'autre côté de la montagne, c'était la Nouvelle-France, c'était les Iroquois. Les Iroquois étaient le peuple le plus belliqueux qu'il y avait en Amérique. Donc, c'est intéressant de voir que le peuple le plus belliqueux il est devenu ami avec les Anglo-Saxons, qui eux aussi étaient des gens qui étaient vraiment guerriers, hein, donc qui détruisaient tout pour avoir leur territoire. Alors qu'en Nouvelle-France, c'était des peuples, tous ceux que je nommais tantôt, c'était des peuples plutôt pacifiques. Donc, ce qui se produit, c'est que les Anglais se sont servis des Iroquois pour essayer de détruire les peuples autochtones pacifiques, puis aussi essayer de détruire la Nouvelle-France. Et je vais te donner un exemple qui est concret, par exemple, par rapport à... Il y a eu un traité qui était fait en l'an 1700, un traité où les Français ici ont décidé d'utiliser ce cercle sacré-là pour réunir 40 tribus amérindiennes. Toutes les tribus amérindiennes qu'il y avait en Nouvelle-France, ils ont réuni ensemble pour créer un grand traité de paix. Et ce traité de paix-là était un traité de paix entre les Français et les Iroquois, qui étaient leurs pires ennemis, et toutes les tribus amérindiennes. Maintenant, j'aimerais juste terminer avec, pour qu'est-ce qui est des Iroquois, pour revenir là-dessus, c'est que les Iroquois, il y avait un peuple qui était les Hurons, qu'on appelait. Eux, c'était un peu, comme on pourrait dire, des gens qui avaient des relations partout à travers toutes les tribus. C'était une tribu qui était un peu internationale, si on pouvait dire. Eh bien, les Iroquois voulaient prendre le contrôle. Ce qu'ils ont fait, ils ont complètement... C'est-à-dire que les maladies, on a entendu parler beaucoup des maladies qui ont affecté les Amérindiens, ils ont beaucoup été affectés, mais les Iroquois ont voulu les anéantir complètement. Et on a réussi, là on parle de l'an 1650, en plein dans la Nouvelle-France, on a réussi à sauver 500 Hurons, les amener près de la ville de Québec et sauver cette tribu-là. Et dans cette tribu-là, il y avait un type qui s'appelait Addario. Donc, Addario était un Huron, et c'est lui qu'on pourrait dire
probablement un des plus grands sages qui a vécu. À mon avis, même c'était un initié, cet Adario-là. Tout le monde était impressionné quand il parlait. Il avait une sagesse incroyable. Il a appris le français avec une qualité que le monde était émerveillé de voir comment il parlait en français. Et lui, qui était Huron, que son peuple avait complètement été détruit par les Iroquois, il est parti, il est allé voir les Iroquois. Il leur a dit, on veut faire la paix avec vous, embarquer dans ce grand cercle sacré et on va créer une paix universelle entre nous. Et il a été tellement convaincant que les Iroquois ont dit oui, OK, on embarque. Et ils se sont réunis alentour en 1701 et ça s'est appelé la Grande Paix de Montréal. Et ils ont fait la paix avec les Iroquois. Les tribus entre eux autres ont fait la paix. Et il n'y a eu qu'un seul traité. Et ce traité-là, il est encore valable aujourd'hui. Alors qu'on sait que les Américains, ils en ont fait des centaines de traités avec les Amérindiens, les Autochtones. Il n'y a aucun traité qui a été respecté. Ici, il y en a eu un grand, toutes les tribus ensemble, et aujourd'hui, il est encore respecté, ce traité-là. Donc, on le voit, l'importance que ça avait, ce traité-là, au niveau autant pour les Autochtones, autant que pour les Français. Et là, à partir, donc, la Nouvelle-France a été fondée en 1608. Là, on est en 1701, un siècle plus tard. Et à partir de ce traité-là, de la Grande Paix de Montréal, la Nouvelle-France va devenir complètement un autre pays. Là, on parle d'un pays doré, où là, vraiment, ça fait un siècle qu'on existe, les fondements de la Nouvelle-France est fait, la ville de Québec et tout. Et là, maintenant, on commence à vivre sur des nouvelles institutions, des nouveaux fondements, et tout est fait en fonction justement d'un concept du Nouveau Monde. Tellement que les gens, même des anglophones, venaient au Québec et ils aimaient tellement le Québec qu'ils ne voulaient plus retourner en Nouvelle-Angleterre. Tant qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était vraiment merveilleux. Donc, et tout ça, c'était justement cette paix-là qu'ils avaient avec les Iroquois. Il n'y avait plus d'ennemis, il n'y avait plus rien. C'était vraiment un monde. C'est incroyable de penser que pendant 60 ans, après la Grande Paix de Montréal, on était en train de bâtir un nouveau monde ici. On a ça, ça fait partie de notre histoire à nous, les Québécois. Oui, bah, c'est intéressant parce que c'est peu connu, en fait, et je trouve ça intéressant de se plonger dans des moments, en tout cas, de l'histoire où justement il y a eu des petites pépites, des petits, fondements justement sur lesquels on peut peut-être s'appuyer, s'inspirer. Tu en parles, enfin, il y a des chapitres, hein, entiers consacrés à ça dans ton livre, donc moi ça m'a passionnée de découvrir ça. J'étais vraiment immergée là dans cette culture et dans ces moments, ces événements forts. Tu décris vraiment très, très bien là le traité de la paix, le traité de Montréal, qui est un événement quand même majeur, que je trouve dommage, qu'il soit pas connu. Enfin, c'est un des plus beaux traités de paix, en tout cas, dont moi j'ai connaissance dans notre histoire, de l'humanité, et c'est presque une œuvre d'art. Enfin, la façon dont on en parle, justement, qu'il y avait quand même, des peuples, très différents, très distincts, donc c'était vraiment, de l'orfèvrerie que de réussir à allier, à concilier, tous ces peuples, et tu le décris bien. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de l'art de la paix. Je trouve que ça va bien, Mhm. et je trouve que ça ressort beaucoup de peut-être de l'histoire du Québec, enfin d'une partie, hein. Le Québec, il y a pas que ça, là, on ressort les pépites, les meilleures pépites, on va dire. Hem Ça n'a pas été toujours, ça a pas été toujours des temps de paix et voilà, et pacifique, mais il y a quand même cette culture pacifique. On retrouve aussi le calumet de la paix dont tu nous as parlé, voilà, qui scellait, justement, qui scellait les grandes discussions, comment dans les cercles sacrés, et tu nous parles aussi de l'arbre de la paix. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Eh bien, pour les Autochtones, tout est rond, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a le cercle. Pour eux, la Terre est ronde, le Soleil est rond, tout est rond. Et pour eux, un des grands symboles, c'est le tronc de l'arbre qui est rond aussi. Et l'arbre, ben, on le sait, c'est l'aspect majestueux de la forêt. Donc, pour eux, c'est important. Et ils avaient, lorsqu'ils se réunissaient, ils disaient qu'il y avait au centre, il y avait l'arbre de paix qui était là. Donc, cet arbre-là. Évidemment, c'est symbolique, mais c'est important pour eux. Et moi, je l'amène aussi en disant cet arbre de paix-là, qui, même à Dario, lorsqu'il a eu le grand traité de paix de Montréal, même à Dario a apporté le concept de l'arbre de paix, justement. Il a apporté cette rencontre-là. Ça devait être assez extraordinaire. Vraiment, j'aurais aimé ça, le rencontrer, cet Adario-là, puis de pouvoir échanger avec lui. Il y a un auteur français qui a passé beaucoup de temps avec lui,
et qui a écrit des livres sur cette rencontre-là qu'il y a eu avec Dario. Et tu lis ça, c'est vraiment fantastique de voir la chance qu'il y a eu de connaître cet initié-là. On entend souvent parler des initiés sur le côté américain, comme Sitting Bull, bon, ces grands-là aussi, mais on oublie aussi qu'il y en avait un aussi en Nouvelle-France. Bon, c'est normal parce que c'est pas nous qui produisons tous les films. Hollywood n'est pas au Québec, hein, donc eux, ils font plutôt la publicité de leur grand chef à eux. Mais donc, euh, euh, c'est ça. Donc, c'était quoi ta question? Excuse-moi, j'ai. Oui, je sais pas si c'était vraiment une question justement, mais c'était pour ah oui, c'était non justement, bah, tu y as répondu, c'était par rapport à l'arbre de paix, Ah oui, oui. et justement à cette culture pacifique du Québec. Alors, bah, pour conclure, parce on est déjà arrivé à la fin de cette entrevue, est-ce que tu penses que justement, cette culture, de la paix peut aussi, favoriser l'émergence d'un nouveau monde et comment est-ce qu'on pourrait se la réapproprier aujourd'hui? Eh bien, euh, c'est un petit peu complexe aujourd'hui parce que on le voit que dans l'ancien monde profond, c'est la destruction. Donc, la destruction, c'est excessivement violent. Et on le sent qu'ils n'aiment pas vraiment l'être humain. Donc, alors que le nouveau monde, eh bien, le nouveau monde, euh, de dire qu'on choisit le nouveau monde, déjà, c'est comme prendre une distance par rapport à l'ancien monde profond. Et cette distance-là, elle représente justement cet éloignement-là de la destruction, de cette violence-là. Et je pense qu'en soi, elle porte la paix, en soi. C'est à mon avis, et elle porte aussi toute ces valeurs qu'il y avait autrefois, qui étaient liberté, égalité, fraternité, qui sont des valeurs du futur aussi, qui vont s'exprimer beaucoup plus dans le futur. Eh bien, je pense que cette paix-là, c'est un peu à ce niveau-là qu'on peut le retrouver. Il faut dire que moi, j'ai fait la distinction entre deux Québec, le Québec avant l'an 2020 et le Québec après l'an 2020. Donc, c'est deux choses qui sont assez différentes, si on peut dire, même complètement différentes. Et aujourd'hui, la paix, je le vois, c'est dans cette dimension-là, d'une civilisation du Nouveau Monde qui s'offre à nous, ou ceux qui sont prêts à le choisir. Oui, c'est parlant, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est du coup peut-être par rapport à l'ancien monde, à toute cette violence, cette destruction, qu'elle soit envers les humains et aussi, la nature, la terre. Du coup, c'est pas d'agir contre, ce système ou d'agir justement en force, heu, contre, voilà, contre et du coup ça crée encore des chocs et encore plus de violence potentielle. Mais c'est de prendre du recul, de réussir à prendre du recul et de choisir, de vivre ou d'agir ou de vouloir en tout cas, ce nouveau monde et du coup on est pour et on est peut-être plus en paix parce qu'on n'est plus en lutte contre quelque chose, qui ne nous convient pas. Oui, tout à fait. Et tu sais, c'est comme les écologistes, ils souhaitent que la nature, ça aille mieux dans la nature et ils demandent au gouvernement d'essayer de changer les choses. Alors, je crois que si à partir du moment où on décide de lutter contre ces instances-là qui sont dans l'ancien monde profond, c'est ce qu'ils veulent, eux. Venez vous battre contre nous et quand on se bat contre nous, on est toujours dans la violence. Il faut quitter ça. C'est complètement autre chose, comme tu dis. Il faut aller. On ne doit plus être dans l'énergie contre, mais dans l'énergie pour autre chose, pour le nouveau monde et non contre l'ancien monde, justement. Bah, merci Michel pour cette, conclusion Oui. et on se retrouve, dans la suite, pour un prochain épisode, toujours avec Michel Dufaux pour l'émergence d'un nouveau monde. Merci Michel. Bien. Je te remercie beaucoup, Héloïse Pierre. Au revoir. Au revoir.